Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est New Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la Centrafrique. Les rebelles de la CPC annoncent avoir déposé les armes. Il faut dire que ces rebelles de la coalition des patriotes pour le changement, un regroupement de plusieurs groupes armés en Centrafrique, ont annoncé avoir déposé les armes dans un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. Le document est signé en date du 26 juillet. Et donc, il y a de cela quelques jours qu'ils ont annoncé avoir déposé les armes. Ils étaient en rébellion depuis plusieurs années. On se souvient, en 2020, ils avaient prévu d'ailleurs marcher sur Bangui avant de se confronter à la résistance des soldats centrafricains et de leurs appuis venus de plusieurs pays, dont la Russie. Aujourd'hui, ils annoncent déposer les armes. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Il y a deux situations. La première situation, c'est de la prudence. Parce que le communiqué est signé par Ali Darassa Mohamed, oui, qui est effectivement le chef d'état-major du CPC, mais qui est le leader de l'UPC. Puisque le CPC, c'est plusieurs groupes armés qui se sont mis ensemble. Actuellement, la question qui se pose surtout, c'est est-ce que c'est lui qui dépose les armes et qui veut emporter avec lui toute la coalition, ou bien est-ce que c'est la coalition qui s'est réunie, ils ont discuté et à l'unanimité, ils ont décidé de déposer les armes. Il y a cette question qui est là parce que on ne sent pas encore la réaction des autres pour le moment. Donc, il y a une petite prudence qu'il faut avoir. Mais maintenant, le pourquoi, on peut le lire à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est comme vous l'avez dit, la guerre a duré. Et la guerre a un coût. Oui. Ils n'ont plus aujourd'hui les espaces qu'ils avaient occupés, parce que ce qui fait que ces gens ne veulent jamais abandonner la guerre habituellement, c'est qu'ils deviennent des seigneurs de guerre. Ils exploitent les biens qui sont dans les espaces qu'ils occupent, et à travers l'exploitation de ces biens, ils nourrissent la guerre et ils se nourrissent eux-mêmes. Tout le monde sait que avec l'offensive des FACA, les forces armées centrafricaines, appuyées par Wagner et le Rwanda, ils les ont fait reculer quand même au niveau des espaces qu'ils avaient occupés. D'ailleurs même, une bonne partie de ces chefs sont en exil. Qu'on se rappelle l'ancien président également qui était au Tchad et qui actuellement est certainement au niveau de la Guinée-Bissau. C'est là-bas qu'on l'avait entendu au dernier moment. On parlait de François Bozizé. Bozizé, effectivement, qui fait partie de ces groupes-là maintenant de façon claire. On l'avait soupçonné, mais finalement, on a vu que même quand il était dans le territoire centrafricain et qu'il se cachait, il était avec ces groupes-là avant de passer au niveau du Tchad. Mais il y a ce problème, la guerre dure. Ils n'ont plus les moyens de pouvoir faire ce qu'ils faisaient auparavant. La deuxième chose, l'armée centrafricaine s'est renforcée, appuyée par les Russes de Wagner et du Rwanda. Ils ont réussi pas seulement à récupérer des territoires, mais en montrant leur force, ils ont souvent réussi à amener certains chefs à accepter de déposer les armes. La dernière fois, c'était en juin, au niveau de Mboki. Ils avaient dit aux gens très clairement, soit vous déposez les armes, soit on descend sur vous. Vous avez des soldats qui viennent déposer leurs armes. Et il y avait même un des chefs là-bas qui disait aux soldats, celui qui va déposer les armes, on lui tire une balle sur la tête. Donc il y a un processus qui est là. L'armée centrafricaine n'est plus cette armée de Seleka, de Anti-Balaka et de je ne sais pas quoi, où à un certain moment tout était mélangé. Il y a une reconstitution d'une armée centrafricaine qui de plus en plus prend le dessus sur ces groupes rebelles. Et bon, la situation n'est plus favorable au niveau des autres pays pour que les gens puissent y rester en étant en train de déstabiliser la République centrafricaine. Donc aujourd'hui, il faut le dire clairement, ces rebelles sont plutôt en position de faiblesse. Ils ont fait parfois des sorties, ils ont récupéré un territoire, mais dès le lendemain, vous voyez les FACA, les Russes et les Rwandais venir récupérer le territoire qu'ils ont pris. Ben certainement, ils font la lecture du moment. Ils ne sont plus en position de force, ils proposent de négocier. Alors, le général Ali Darassa Mohamed se dit prêt, ou du moins est-ce que la CPC est prête à entrer en discussion avec le gouvernement. Qu'entend-il par là? Mais ils l'ont déjà fait, et avec ce même gouvernement.
On l'oublie, mais il y a eu les accords de Khartoum. La CPC avait négocié avec le gouvernement actuel, avec Touadéra. Ils s'étaient entendus. Certains même avaient été intégrés dans le gouvernement. Après, ça avait créé des problèmes parce que, c'est tout le problème souvent quand il y a rébellion. Ce Ali Darassa Mahamad qu'on appelle général. Oui. Il a franchi quel échelon jusqu'à devenir général. Et souvent, c'est ce qui crée des problèmes après quand il y a des négociations parce que le monsieur va dire, comme d'habitude, on fait des armements. Donc, il faut déposer les armes. Et on les intègre. Mais il va vouloir être intégré avec le grade de général. Alors que dans l'armée, mon ami, on ne devient pas général du jour au lendemain. Et souvent, il y a ce problème. Il y avait un autre problème, l'accès au niveau du gouvernement. Il y avait beaucoup de groupes rebelles, plus d'une dizaine. Imaginez si vous donnez déjà 10 portefeuilles ministériels, il reste quoi dans un gouvernement? En plus, ceux qui voulaient rentrer dans le gouvernement pour devenir ministre, ce n'étaient souvent pas des gens ayant le profil pour devenir ministre. Et c'est ça qui a fait qu'à un certain moment, ils ont quitté parce qu'ils avaient l'impression qu'ils ont été floués par les accords de Khartoum, alors qu'ils n'ont pas été floués, ils n'avaient pas véritablement les profils qu'il faut pour occuper un certain nombre de postes, alors qu'eux, ils étaient dans une logique de partage du gâteau. Ce qui a cassé les accords de Khartoum, qui étaient partis quand même sur de bonnes bases. Je crois que le fond des accords de Khartoum peut revenir pour pouvoir permettre à ce que la Centrafrique retrouve la sérénité et on l'espère une bonne fois pour toutes. Parce que toutes ces années de guerre n'ont fait que mettre une partie des Centrafricains dans d'énormes difficultés avec des populations qu'on déplace de façon permanente et on les oublie tout le temps. En parlant des rebelles, en parlant de l'armée, on oublie que les premières victimes et le plus grand nombre de victimes se trouvent au niveau des populations qui meurent pendant ces affrontements, qui perdent leurs biens, qui perdent leur espace, qui se retrouvent réfugiés à l'intérieur de leur propre pays et que personne ne s'occupe de ces gens-là, on les laisse se débrouiller tout simplement dans la misère. Mais rien que pour ces populations, après toutes ces années, il y a de quoi ramener la paix au niveau de la Centrafrique. Alors, ces rebelles vont-ils pouvoir trouver cette fois-ci un écho favorable au regard de la nouvelle configuration en Centrafrique? J'espère que le président Touadéra va avoir cette hauteur d'homme d'État pour se rendre compte que mettre fin à cette rébellion, c'est ça qui est à l'avantage du pays. Mais les choses vont être difficiles pour les rebelles parce que quand on demande à négocier, ça montre souvent qu'on n'est pas en position de force. Mais quand on négocie et qu'on n'est pas en position de force, ils ne pourront pas avoir ce qu'ils avaient eu avec les accords de Khartoum, où ils occupaient des espaces du territoire et dans les accords, ils devaient être désarmés, ils devaient également libérer ces espaces qu'ils occupaient. Ici, ça ne sera pas le cas. Donc, il serait bon que les rebelles, en venant à la négociation, ne soient pas trop prétentieux, parce que la situation ne leur est pas favorable du tout. Maintenant, au président Touadéra, c'est à lui de faire preuve de grandeur pour que les négociations aient lieu. Il va falloir donner quelque chose, parce que quand on dit négociation, c'est ça que ça signifie. Il va falloir nécessairement donner quelque chose. Il va falloir qu'il puisse mesurer ce qui va être donné pour pouvoir aller dans le sens d'éteindre ces foyers de tension en République centrafricaine qui ont trop duré et qui ne mettent que le pays dans des difficultés. Mais dans ça, attendons de voir, parce que souvent également, dans ces poussées vers les négociations, comment faire pour satisfaire tous ces groupes, ça risque d'être un problème. Et quand il y a des groupes qui ne sont pas satisfaits, vous allez voir des gens qui risquent de se désolidariser et de vouloir continuer à porter les armes. Mais même si il y en a qui restent, tant qu'il y a des groupes qui acceptent de déposer les armes, ça veut dire que la République centrafricaine avance davantage vers la paix et la sérénité. Et justement, dans ce sens, doit-on dire que la stratégie du tout militaire de la République centrafricaine, qui a dû faire appel à des appuis extérieurs en matière d'armement, est en train de payer aujourd'hui? Oui, elle a payé depuis longtemps. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission, quand ces gens-là étaient en position de force, ils avaient voulu marcher sur Bangui. Ils n'avaient pas voulu, ils se sont mis à marcher sur Bangui. Oui. Qui les a empêchés? C'était la MINUSCA, parce que la MINUSCA est toujours sur place. C'était les Russes, c'était les Rwandais. Rappelez-vous l'élection présidentielle? Justement. Tout le monde se posait la question, est-ce qu'il y aura élection ou pas? Il y en a eu dans un espace qui n'était pas la totalité du territoire centrafricain, parce que là où ils avaient la force, ils ont empêché l'élection. Quand ils ont voulu empêcher l'élection également, la MINUSCA et les autres les ont retenus.
Donc, depuis un certain nombre d'années, ils ne parviennent plus véritablement à donner le ton au niveau de ce qui se passe en République centrafricaine. De temps en temps, ils vont prendre un espace assez éloigné, mais après, l'armée centrafricaine, avec ses appuis, réussit à reprendre l'espace qu'ils ont conquis, et souvent très rapidement, dans les 24, dans les 48 heures au maximum. Ce qui veut dire que ceux-là, aujourd'hui, ne sont plus en position de force. Et comme je l'ai dit, même les hommes qui sont avec eux, qu'ils doivent alimenter à tout point de vue, vous en avez beaucoup qui sont en train de déposer les armes parce qu'ils se rendent compte que les gens ne sont plus en mesure de les prendre en charge comme il se doit. Et sur ce plan, l'armée centrafricaine fait un très bon travail, où on dit aux gens, ultimatum, le dernier ultimatum c'était fin mai, ils avaient dit aux gens jusqu'au 15 juin déposer les armes, et vous avez des gens qui ont effectivement déposé les armes. Tout ça, ça affaiblit le camp adverse qui est obligé à un certain moment d'aller dans le sens de la négociation. Dans la perspective d'un accord, quel sort pourrait être réservé à l'ancien président François Bozizé qui s'est rallié finalement aux rebelles? Ben, ça va être un des cas les plus compliqués. Mais Touadéra doit se rappeler que le premier devoir d'un chef d'État, c'est d'organiser l'unité de la nation. Un État, son unité est fondamentale. Et au niveau de la République centrafricaine, actuellement, ce problème se pose sérieusement. Ben, l'ancien président, il est déjà il était déjà sous mandat international. Mais curieusement, son pays qu'il a mis sous mandat international, il est rentré chez lui et son propre pays ne l'a pas arrêté. Parce qu'on se rappelle, il avait même dit qu'il va être candidat aux élections, etc. Normalement, quand on dit à quelqu'un, quand vous demandez aux autres pays d'attraper votre propre citoyen, mais quand le citoyen vient chez vous, c'était à vous de l'attraper. Je me dis que cette logique qui avait fait qu'on ne l'avait pas attrapé allait certainement dans le sens de vouloir retrouver cette unité nationale. Pour moi, cette fois-ci, il faut y mettre des conditions. À mon avis, il faut que Bozizé accepte de sortir. Parce que souvent dans nos pays, les gens ont du mal à sortir du jeu. Alors que parfois, vous essayez de régler le jeu alors que ce sont les personnes qui posent problème. Tant que vous allez mettre les mêmes personnes dans le jeu, vous allez vous retrouver tout de suite ou après dans des problèmes. Mais dans les négociations, ils peuvent dire à Bozizé, ben tu choisis. Si tu veux retourner au niveau du pays, tu peux revenir, tu es centrafricain, mais tu acceptes de te mettre à l'écart. Tu ne diriges pas un parti politique, etc. Parce que dans les négociations, c'est des conditions qui se négocient en dessous et puis tu reviens. On a vu le Tchad négocier avec l'opposant Masra qui est revenu. Nous n'avons pas toujours tous les éléments d'information sur ce sur quoi ils se sont entendus, pour dire que c'est du parfaitement possible. Ça, c'est le cas de Bozizé. Le cas le plus difficile, c'est le cas des rebelles. Oui. Parce que souvent, vous avez des gens qui sont partis de rien du tout, qui se sont retrouvés chefs que par des armes. Et qui, bien sûr, vont vouloir garder un certain nombre de privilèges. Surtout quand ils n'ont aucun profil leur permettant, dans une négociation, de pouvoir déposer un CV et de prétendre ne serait-ce qu'à une direction générale pour pouvoir continuer à vivre tranquillement. Et c'est pourquoi les rébellions sont dangereuses, parce que quand ça chauffe, quand ces chefs se mettent à négocier, ils négocient plus pour leur propre intérêt que pour leurs troupes. Vous allez voir une bonne partie de la troupe, on va dire, bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans l'armée. Certains, on va leur apprendre un métier pour qu'ils se réinsèrent au niveau du circuit économique. Mais c'est clair que c'est des gens qu'on va jeter en pâture, tout simplement. Ils n'auront plus des armes qui leur permettaient de s'imposer. Ils n'auront également plus absolument rien pour pouvoir s'imposer. Souvent, ils vont rechercher des armes, non plus pour faire de la rébellion, mais pour se transformer en coupeur de route et en je ne sais quoi d'autre. C'est tout le malheur qu'il y a dans ces rébellions, et ça fait que quand on veut résoudre ce genre de problème, même après une négociation, vous n'avez pas la solution. Il faut un temps pour pouvoir revenir à la normale dans un pays. J'espère que le président Touadéra le comprend mieux que moi, et il fera l'effort qu'il faut pour qu'autant que possible, que la Centrafrique revienne dans une situation normale, sans pour autant, bien sûr, que les rebelles se retrouvent avec la part belle. Alors, que faut-il retenir de cette situation en Centrafrique avec ces rebelles qui annoncent avoir déposé les armes et qui attendent un dialogue de la part du gouvernement? À mon avis, il y a une opportunité qui est là. Il vaut mieux saisir cette opportunité de la part du président Touadéra. Et dans la discussion, dans la négociation, on prendra la mesure des choses. Il ne faudrait pas déjà répondre par la négative quand il y a une main qui est tendue. Il faut accepter d'abord la main tendue
on se met autour de la table pour voir qu'est-ce que les gens réclament, est-ce que c'est raisonnable, et qu'on le juge, non pas en tant qu'adversaire, mais qu'on le juge par rapport aux intérêts de la République centrafricaine. Mais quand on le fait, en ce moment, il va être possible de trouver une solution, laquelle je ne saurais le dire, parce que dans leur lettre, ils tendent la main, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils demandent, ils attendent certainement les négociations pour le dire. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.